Bien, bonjour à tous. Donc, si ça vous dérange pas, je vais parler en français. C'est la cité l'ascension. Alors, d'accord. Alors donc, moi, je me présente. Alors d'abord, je remercie l'association francophone de remédiation collective de m'avoir invité à parler de troubles cognitifs liés à l'alcool. Ce qui me donnera l'occasion de vous présenter une filière qui s'appelle la filière Resalco, qui est un réseau de soins qui est spécialisé dans la prise en charge des patients avec troubles cognitifs sévères liés à l'alcool qu'on a mis en place à Paris. Alors, le thème de la journée, c'est remédiation cognitive et précarité. Alors, je ne suis pas spécialiste de la remédiation cognitive, je suis médecin addictologue, je dirige une unité d'hospitalisation d'addictologie de l'hôpital Fernand Vidal à Paris, donc je suis même pas psychiatre, mais je suis somaticien, donc je pars de loin. Par ailleurs, on a dans l'addictologie de plus en plus des addictologues, des psychiatres ou médecins, des neuropsychologues, des psychologues qui s'intéressent à cette problématique des troubles cognitifs liés à l'alcool qui a longtemps été négligée et qui depuis 20 ans à peu près fait l'objet de travaux et de prise, et qui est pris en compte en tout cas dans la prise en charge des patients. La précarité, il en sera aussi question parce que les patients qui ont des troubles cognitifs sévères liés à l'alcool sont des patients qui ont des comorbidités sociales importantes, qui se précarisent au cours du temps, et ces comorbidités sociales sont évidemment un obstacle à l'accès aux soins dont on reparlera. Alors, les troubles cognitifs liés à l'alcool, c'est pas du tout quelque chose de nouveau, hein, c'est connu depuis 1889, avec la publication Princeps de Serge Korsakov, qui est un psychologue russe, qui a décrit ce qui deviendra plus tard le syndrome de Korsakov, c'est-à-dire des troubles de la mémoire très importants chez les patients qui consomment beaucoup d'alcool, et avec un tableau clinique qui est dominé donc par ces troubles de la mémoire épisodique, avec un oubli à mesure, avec des affabulations, et une persistance, en tout cas une préservation du raisonnement intellectuel par ailleurs. C'est souvent des tableaux qui se terminent pas bien. Dans cette publication, en tout cas, rapporte un patient qui finit par décéder. Mais dans la publication, on voit aussi que, à travers d'autres descriptions, la notion d'amélioration est aussi évoquée, ce qui ouvre le débat sur le côté irréversible des troubles qui aujourd'hui n'est pas totalement tranché. Alors, quel est le contexte? Donc, l'épidémiologie des troubles cognitifs liés à l'alcool, c'est une pathologie, une complication fréquente de l'alcoolodépendance, les troubles cognitifs. 10% des démences seraient liées à l'alcool, troisième cause de démence chez les personnes âgées. Chez les patients alcoolodépendants hospitalisés, on retrouve, quand on va les dépister, 50 à 70% de déficit cognitif modéré à léger, et jusqu'à 10% de troubles cognitifs sévères. Ça, c'est une population standard hospitalisés dans un service de psychiatrie. Pour enfoncer le clou, je voudrais revenir sur deux publications de 2018 très importantes à mes yeux. La première, c'est une publication d'une équipe française, Schwarzinger, qui a été quand même publiée dans le Lancet Publication, ce qui est pas ce qui est le plus mauvais en termes d'impact factor, qui s'est intéressée en fait à la prévalence des troubles cognitifs chez les patients, enfin des démences chez les patients hospitalisés en France entre 2008 et 2013. C'est cette première diapositive, donc c'est par les données du PMSI, donc c'est tous les patients hospitalisés qui sont répertoriés dans ce PMSI, et donc on voit qu'il y a à peu près 1 million de patients pour lesquels le diagnostic de démence a été porté pendant l'hospitalisation, pendant cette période, avec une prédominance d'hommes et de prédominance féminine, pardon. Ce qui est à remarquer sur cette diapositive, c'est ce qui est rouge et ce qui est jaune. Ce qui est rouge, c'est les démences qui ont été étiquetées directement liées à l'alcool, donc soit les syndromes de Korsakov, soit les démences alcooliques, toute une nosologie aussi qui est variable. Et puis, ce qui est en jaune, c'est des patients pour lesquels le diagnostic principal, c'est une démence, mais qui ont par ailleurs des diagnostics secondaires qui font évoquer des pathologies alcooliques, une cirrhose, une pancréatite, une neuropathie. Donc, on peut considérer que sur cette diapo, à peu près 10% des démences dans l'ensemble de la population sont liées directement ou indirectement à l'alcool. Et ce qui est surtout intéressant, c'est lorsqu'on s'intéresse aux patients de moins de 65 ans, où là, le graphique change totalement d'aspect et où finalement les démences liées à l'alcool représentent 57%
de l'échantillon, ce qui fait conclure à cet auteur que l'alcool est la première cause de démence du sujet de moins de 65 ans. Dans une deuxième partie de l'étude, il a fait un travail prospectif, c'est-à-dire qu'il s'est intéressé à l'apparition des démences chez les patients qui avaient été hospitalisés entre 2008 et 2013, et entre 2008 et 2011, et qui ont développé une démence entre 2011 et 2013. Et il a regardé les facteurs de risque, et l'alcool apparaît comme le premier facteur de risque de développer une démence chez ces patients hospitalisés, bien avant le diabète, l'hypertension artérielle, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, en analyse univariée, en analyse multivariée, c'est-à-dire toutes choses étant égales par ailleurs. Deuxième publication sur laquelle je voulais insister, c'est une publication qui est également une étude prospective sur 9807 participants qui ont été suivis sur 23 ans au Royaume-Uni. On a regardé l'apparition d'une démence et qu'on a corrélé ça à la consommation d'alcool. Et ce qui ressort, c'est dommage parce qu'on ne voit pas la référence de l'article en rouge, je ne sais pas ce que je peux faire. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider là. Parce que, mais en tout cas, ce que dit ce papier, c'est que le risque de démence est augmenté à partir d'une consommation de 14 unités par semaine. Donc même pour des consommations d'alcool relativement modérées, on voit un risque de démence qui augmente pour des consommations. Alors, je continue. Hein. Qu'est-ce qu'on sait pour vraiment marquer insister sur le contexte? Bon, la consommation d'alcool, le risque de troubles cognitifs, il est d'autant plus marqué que la consommation est importante, que la fréquence des alcoolisations est importante, que la consommation d'alcool bu par épisode de consommation est importante. Elle augmente aussi avec l'âge de début de la consommation, les antécédents familiaux de dépression et d'alcoolisme. L'un des problèmes, c'est les facteurs de confusion. Il y a énormément de facteurs de confusion, c'est-à-dire qu'un alcoolique, un alcoolodépendant, il a plein de raisons d'avoir des troubles cognitifs. Sur cette diapositive que je ne vais pas détailler, vous voyez la multiplicité des causes possibles d'atteinte cognitive de l'alcoolodépendant. Et je dirais que plus simplement, on peut s'arrêter sur cette proposition de classification qui a été proposée en 2014 par le Collège des addictologues hospitaliers, qui retient deux grandes notions sur ces troubles cognitifs liés à l'alcool, la notion de multifactorialité, donc selon les troubles cognitifs liés à l'alcool sont certes liés à une toxicité directe de l'alcool sur le système nerveux central, sont liés aussi à la neurotoxicité du sevrage, on appelle ici la toxicité fonctionnelle de l'alcool, et puis à des facteurs associés extrêmement fréquents chez ces patients, comme les carences nutritionnelles, en particulier la carence en vitamine B1, les traumatismes crâniens, les accidents vasculaires cérébraux, les phénomènes, les crises d'épilepsie à répétition, les troubles du sommeil, sans parler bien entendu du niveau socioculturel et éventuellement d'une vulnérabilité génétique. Alors, on pourrait rajouter, et c'est probablement de bonne loi dans cette journée, les comorbidités psychiatriques extrêmement fréquentes, bien entendu, chez ces patients, et les maladies neurodégénératives, parce qu'il y a un autre sujet dont on se rend compte qu'il est réel, c'est l'association de l'alcool et des maladies neurodégénératives. Les patients avec des maladies neurodégénératives ont des troubles alimentaires, ont des troubles de la consommation d'alcool, et de plus en plus, on s'aperçoit dans les consultations mémoire que la problématique alcool est réelle chez ces patients-là, alors qu'elle a été complètement zappée pendant des années. Alors, très rapidement, je ne vais pas revenir sur la toxicité directe de l'alcool sur le système nerveux, central ou périphérique, ça tout le monde connaît ça. Juste peut-être insister sur quelque chose qu'on connaît moins, qui est la neurotoxicité du sevrage. L'alcool entraîne un déséquilibre de la balance de l'acide glutamique et de l'acide glutamaergique au profit de l'acide glutamaergique, qui est un neuroexcitateur et qui est neurotoxique. Au moment d'un sevrage alcool, chez les patients alcoolodépendants, il y a une inondation glutamaergique et une neurotoxicité cérébrale qui vient aggraver, bien entendu, l'état cognitif antérieur. Et on voit souvent après un sevrage, un effondrement des capacités cognitives du patient, indépendamment d'ailleurs de la carence en vitamine B1. Et puis il y a bien sûr les carences vitaminiques
avec l'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke, qui aboutit au syndrome de Korsakoff. Ces patients qui sont souvent extrêmement dénutris. Bon, alors évidemment, d'autant plus qu'ils sont en situation de précarité, mais la malnutrition, la dénutrition est un facteur aggravant considérable des atteintes cognitives de ces patients. Donc très vite, les atteintes cognitives liées à l'alcool, ça touche deux grands circuits, le circuit fronto-cérébelleux, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions exécutives, pour faire simple, et puis avec plutôt un mécanisme exécutif et équilibre, avec plutôt un mécanisme de toxicité directe, on va dire, et puis les atteintes de la mémoire, qui sont plutôt en lien avec une carence en vitamine B1, donc c'est ça, le fameux syndrome Gaillet-Wernicke-Korsakoff, qui va toucher plutôt donc le circuit de Papez, qui est une autre entité anatomique. Donc les grandes fonctions cognitives qui sont altérées chez le patient alcoolodépendant, c'est celles que j'ai mis en rouge, donc l'attention, les fonctions exécutives dans leur ensemble, atteinte la plus fréquente. La cognition sociale, alors dans la mémoire, c'est plutôt donc la mémoire épisodique qui est touchée, les autres types de mémoire étant relativement préservés. Puis dans les fonctions instrumentales, c'est les capacités visuospatiales, avec probablement aussi une atteinte praxique, mais qui n'est pas encore, enfin qui n'est pas dominante, en tout cas qui n'est pas prédominante, mais qui existe probablement aussi chez ces patients. Alors, ce qui est intéressant de dire ici, c'est quel est l'impact de ces troubles cognitifs sur la prise en charge de ces patients. Elle est considérable et probablement qu'elle a été longtemps négligée dans les programmes de prise en charge, sur l'entretien motivationnel, sur la thérapie cognitivo-comportementale. Quand on a des difficultés à appréhender les dommages de sa consommation, on est dans une forme d'anosognosie, c'est très compliqué d'adhérer à un programme de remédiation cognitive, un programme de thérapie cognitivo-comportementale ou d'entretien motivationnel a fortiori. C'est des patients qui ont des difficultés à changer leur comportement et c'est justement ce qu'on leur demande, changer leur consommation, changer leur habitude de consommation. Donc vous comprenez bien que l'adhésion au traitement est extrêmement compliquée pour ces patients-là, surtout si on n'a pas évalué cognitivement préalablement. Hein. Donc, moi, je milite pour un dépistage très systématique des atteintes cognitives chez ces patients. Donc, les répercussions, elles sont évidentes, hein, diminution de la qualité de vie, perte de chance d'accéder évidemment à des soins appropriés. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de ces atteintes sont réversibles pendant longtemps. Et donc ça a été illustré par notamment l'atelier qu'on a fait ce matin, l'atelier numéro 2, où on nous a présenté un programme de remédiation cognitive chez les patients de XAPA, donc ambulatoire, et on voit des améliorations significatives, y compris d'ailleurs sur la mémoire, et pas seulement sur les fonctions exécutives. Alors, la remédiation cognitive dans les troubles cognitifs liés à l'alcool, bon, les objectifs, ils sont évidents, ils sont directs. Il s'agit essentiellement de restaurer les fonctions défaillantes, mais aussi de prendre conscience des troubles, et puis de préserver aussi ce qui est intact et de s'adapter, bien entendu, au handicap dans les situations où aucune récupération n'est possible chez des patients très sévères. Donc, il n'y a pas beaucoup de données publiées sur remédiation cognitive et prise en charge des troubles cognitifs liés à l'alcool. Bon, j'ai surtout, j'ai noté ici 3 références bibliographiques. Il y en a d'autres. Hein. Bon, celle de Batz en 2013. C'est une revue de la littérature qui montre qu'effectivement, chez des patients qui ont des troubles cognitifs légers à modérés, la remédiation cognitive a un impact positif. C'est des études de niveau de preuve variable, mais en tout cas, il y a pas mal d'éléments en faveur de la remédiation cognitive, de l'intérêt de la remédiation cognitive. 2 autres études que je cite ici, qui sont des études randomisées avec 2 groupes de patients, un groupe avec remédiation cognitive versus avec absence de remédiation cognitive, où on voit, là aussi, c'est des petits effectifs, mais où on voit une amélioration des fonctions exécutives, de la mémoire de travail, de l'attention, de la mémoire épisodique également, dans le groupe remédiation cognitive versus témoin. Donc c'est encourageant, mais ça s'adresse à une population qui est spécifique, particulière, qui est pas celle dont je voulais parler spécifiquement aujourd'hui, qui sont des patients avec des atteintes extrêmement modérées, voire pas d'atteinte du tout, mais qui ont des troubles d'usage de l'alcool, et la remédiation cognitive en fait cible
enfin des objectifs aussi de traitement de la consommation d'alcool. Donc on est sur des populations avec des atteintes légères à modérées et avec des périodes de suivi qui sont relativement courtes, quelques semaines, 5-6 semaines, 3 mois pour le travail qui nous a été présenté ce matin, mais on n'a pas du tout de données sur les récupérations à long terme de patients avec des troubles cognitifs sévères. Alors, donc, le réseau Resalcog, donc le réseau Resalcog, c'est un réseau, donc c'est une filière de soins qui a été mis en place dans le nord de Paris et qui vise à améliorer la prise en charge des patients qui ont des troubles cognitifs sévères liés à l'alcool. On va voir ce que c'est comment on définit les patients avec des troubles cognitifs sévères liés à l'alcool. Donc, je vous ai mis ici les différentes structures qui sont impliquées. Bon, peut-être certains d'entre vous les connaissent, je vais passer très vite. J'insisterai sur l'une d'entre elles qui est l'unité Serge-Korsakov, qui est en fait une masse, une maison d'accueil spécialisée pour ces patients, qui est la seule en France qui existe, et aussi insister sur la notion de territoire. C'est un réseau territorial qui gère un bassin qui est Paris, le nord de Paris et quelques départements du nord de Paris, le 92, le 93 et le 95. Donc autant vous dire que ce réseau n'a pas vocation à prendre en charge tous les patients avec des troubles cognitifs sévères d'Île-de-France, et qu'il est déjà archi saturé, c'est-à-dire qu'on est déjà à bout de ce qu'on peut faire. Donc on voit bien là que l'offre de soins est très en dessous de ce qu'il faudrait. Alors, voilà la présentation de cette filière. Donc, je vais essayer d'être clair. Donc, on a pensé dans cette filière, on a raisonné en termes de prise en charge en partant des structures les plus en amont pour des structures les plus en aval, avec l'idée que chaque structure intervient à un temps donné de la prise en charge avec une mission, en tout cas particulière, spécifique, qui s'adapte à l'évolution du patient au fil du temps. Donc, les structures les plus en amont, c'est les structures d'urgence, finalement, ou les structures ambulatoires, c'est-à-dire qui reçoivent ces patients-là en consultation ou dans un contexte d'urgence, parce que souvent, ils arrivent aux urgences, ces patients-là. On parle de patients, encore une fois, très sévères, très souvent désocialisés. Et le premier temps, qui est fait dans le service où je travaille, qui est un service de médecine, avec une orientation addicto, c'est un temps, on va dire, diagnostic et de sevrage. Première étape, c'est que ces patients, il faut les sevrer, ce qui est parfois difficile parce qu'ils ne sont pas toujours demandeurs de soins, et il faut les bilanter pour confirmer le diagnostic de troubles cognitifs sévères liés à l'alcool, en sachant qu'il y a une vraie problématique autour des diagnostics différentiels dont on a parlé. Et on a la chance d'avoir dans l'hôpital un centre mémoire avec des neurologues et un service de psychiatrie qui vient aussi apporter son expertise. Donc, il y a toute une discussion autour de est-ce que c'est bien des troubles cognitifs liés à l'alcool, est-ce qu'il y a une comorbidité psychiatrique associée, est-ce que ce ne serait pas une maladie neurodégénérative, etc. Et ça, c'est un temps essentiel auquel est associé un temps de bilan. Et il faut bilanter ces patients-là. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui sont estampillés Korsakov, ils n'ont jamais eu de bilan neuropsychologique, ils n'ont jamais eu d'IRM cérébral. C'est juste pas possible. Et le seul fait d'être dément et de boire de l'alcool, ça peut vous coller l'étiquette Korsakov avec tout ce que ça impacte en termes d'image et du côté rédhibitoire de la situation. Donc ce premier temps, il est très important, c'est un temps diagnostique. Et souvent, il est suivi d'un deuxième temps, donc ça dure 15 jours, 3 semaines, il est suivi d'un deuxième temps, donc c'est d'autres structures qui interviennent, qui sont plutôt des SSR polyvalents et qui travaillent sur la renutrition, très important, ces patients souvent extrêmement dénutris, la rééducation à la marche, parce qu'il y a souvent des troubles de la marche associés, et on va dire une remise en forme sur le plan général. Il reste environ 1 mois dans ces structures. Et ensuite,
ils passent à des SSR spécialisés dans la remédiation cognitive. Donc, vous voyez, la remédiation cognitive, dans la filière, comme on l'a imaginé, elle démarre pas tout de suite. Elle démarre au deuxième, troisième mois. C'est-à-dire que les 2 premiers mois sont des mois un peu de récupération, où le patient a besoin souvent de reprendre du poids, de se renutrir, etc., avant de pouvoir commencer à travailler sur le plan de la remédiation cognitive. Et puis, donc, ces SSR spécialisés, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 2, ils proposent des programmes de remédiation qui vont durer 3 à 6 mois. Alors, évidemment, ces programmes de remédiation, l'intérêt pour moi à être là aujourd'hui, c'est de créer peut-être une réflexion sur quel type de remédiation pour ces patients. Parce que ces remédiations cognitives sont inspirées de ce qui se fait déjà en psychiatrie, notamment, mais c'est pas du tout spécifique, notamment des problématiques de mémoire que posent ces patients, qui rendent les remédiations cognitives particulièrement complexes et difficiles chez ces patients. Et puis, si au bout de 3 à 6 mois, les patients n'ont pas récupéré suffisamment pour soit retourner où ils viennent, en particulier, on ne remettra pas ces patients-là à la rue, bien entendu, hein, mais ceux qui n'ont pas la possibilité de sortir peuvent se diriger vers une structure qui est celle qui est la plus en aval de cette filière, qui est l'unité Serge-Korsakov, donc qui est une masse, maison d'accueil spécialisée, qui propose 15 lits, enfin qui a 15 places, plus exactement, avec un programme de remédiation cognitive aussi spécifique, centré sur les atteintes exécutives, des fonctions exécutives et de la mémoire, puisque c'est souvent les troubles de la mémoire qui sont au premier plan chez ces patients et qui récupèrent, je dirais, le moins bien. Voilà, donc vous voyez, finalement, c'est des durées, quand un patient intègre la filière, s'il va jusqu'au bout, il peut rester jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi en résidentiel, et ce temps permet, bien entendu, de mettre en place des programmes de remédiation cognitive et de faire un suivi prospectif de l'évolution de ces troubles cognitifs, puisqu'on est sûr, là, qu'on est sur des patients abstinents. Et donc, on peut précisément s'intéresser aux effets de la remédiation. Alors, il y a d'autres partenaires dont je voulais parler, parce qu'en fait, on a un vrai problème d'aval de la masse. C'est-à-dire qu'une fois que les patients ont passé 2 ans à la masse, bon, c'est une masse un peu particulière, puisque c'est une masse où les patients restent pas. Donc, la masse est la théorie définitive. Mais au bout de 2 ans, beaucoup vont mieux, mais ne sont pas suffisamment autonomes pour rentrer chez eux, ou ils n'ont pas de logement autonome, ou là, le problème de la précarité, effectivement, revient, et on n'a pas beaucoup de solutions d'aval. Alors, les EHPAD peuvent être une solution, des masses, mais c'est des masses plutôt pour les patients cérébrolésés, donc pas du tout, avec d'autres problématiques, et puis bien sûr les foyers d'accueil médicalisés, mais on verra que 50% des patients qui sortent de l'unité Serge-Korsakov intègrent un logement autonome. Donc, on a une récupération qui est cliniquement significative, puisqu'ils sont en capacité de réintégrer un logement autonome. Et on a été beaucoup aidé en ce qui concerne le retour à domicile de ces patients par toutes les structures qui s'occupent ambulatoires, qui s'occupent du maintien à domicile des patients avec des maladies neurodégénératives. C'est-à-dire qu'on a mobilisé des ressources qui existaient, parce qu'il n'y a pas de ressources spécifiques, et donc les équipes spécialisées Alzheimer, les MAIA, ceux qui connaissent, les M2A, les dispositifs d'accueil et de coordination qui viennent de se mettre en place et qui en fait regroupent toutes ces structures-là et qui ont élargi leurs compétences aux patients de plus de 60 ans avec un handicap, quelle que soit sa nature, ont bien répondu en tout cas à nos demandes et ont permis des retours à domicile dans d'excellentes conditions de patients très détériorés sur le plan cognitif. Alors, donc ça, j'ai entendu ce matin aussi, on n'a pas encore mobilisé beaucoup les CNP, mais pourquoi pas? C'est-à-dire j'ai appris ce matin qu'il y avait des équipes mobiles qui allaient faire de la remédiation cognitive au domicile des patients. Alors évidemment, on n'est pas sur de la psychiatrie pure, mais néanmoins, c'est une ressource qu'on n'a pas encore mobilisée et qui peut-être pourrait nous être utile. Alors, l'autre élément intéressant de cette filière, c'est qu'elle nous a permis de constituer une cohorte. On ne voit pas, c'est une cohorte qu'on a appelée la cohorte Alcomemo,
Et l'idée étant de mettre en place un suivi prospectif de ces patients avec troubles cognitifs sévères. On est bien sur des patients avec troubles cognitifs sévères. Voilà. Donc, les critères d'inclusion sont inscrits là. Vous voyez que c'est des patients qui ont des MoCA inférieurs à 24, donc ils sont quand même graves. Le MoCA moyen, il est de 17, donc c'est des patients graves sur le plan cognitif. Ils ont au moins 2 atteintes des fonctions cognitives classiques sur les bilans neuropsy, et ils ont en plus un signe clinique dans leurs antécédents évocateur d'une pathologie liée à l'alcool, enfin d'une pathologie neurologique liée à l'alcool, une ataxie, un nystagmus, des critères de dénutrition, des carences. Voilà, donc c'est un peu le tableau, on va dire, les patients les plus sévères dans le continuum des troubles cognitifs. Et à l'intérieur de cette catégorie-là, il y a effectivement les syndromes de Korsakoff qui constituent la forme peut-être la plus grave avec des troubles mnésiques prédominants. On a exclu de cette file, de cette cohorte, ceux qui avaient d'autres troubles, d'autres causes de troubles cognitifs évidents pour essayer d'avoir des tableaux le plus purs possible et de façon à essayer de mieux comprendre les capacités de récupération de ces patients. Voilà, donc entre 2013 et 2020, il y a 166 patients qui ont été inclus et on voit déjà qu'il y en a 47 qu'on n'a pas pu garder. C'est-à-dire que c'est des patients qui sont alcoolodépendants, qui ont des troubles cognitifs sévères liés à l'alcool, mais qui ont d'autres pathologies graves susceptibles d'induire des troubles cognitifs. Donc ceux-là, on les a exclus. Donc, ils ont des atteintes traumatiques, des atteintes vasculaires, des atteintes dégénératives. Vous voyez qu'il y a quand même sur les 166 patients, il y en a 20 qui avaient une maladie neurodégénérative dont le diagnostic a été fait avec l'aide des neurologues. C'est-à-dire que si on n'avait pas utilisé cette ressource locale du centre mémoire, on aurait mis ces patients-là dans une filière de soins Korsakoff. Autant vous dire qu'on n'aurait pas été très efficace. D'où l'importance du diagnostic initial. Donc les caractéristiques de ces patients, donc c'est 119 patients qui sont troubles cognitifs sévères liés à l'alcool, on va dire purs, c'est jamais pur, mais en tout cas pour lesquels l'alcool est manifestement la cause principale de l'atteinte cognitive. Donc une majorité d'hommes, un MoCA moyen à 17, un âge de 57 ans. C'est des patients qui, pour 70% d'entre eux, n'ont jamais été suivis en addictologie avant le diagnostic. Le problème du dépistage et de la prévention. Une perte de contrôle très ancienne, 25 ans. Donc là aussi, il y a tout un travail en amont qui doit être fait. Beaucoup sont carencés. Un quart de ces patients sont cirrhotiques. Un quart à peu près a des antécédents de crise convulsive. Sur l'imagerie, bon, ils sont tous très atrophiques au niveau du cerveau. Donc on a une atrophie cortico-sous-corticale très importante dans la majorité et avec des atteintes également du circuit de Papez qu'on retrouve parfois mais moins fréquemment. Si on fait de l'imagerie fonctionnelle, donc ça c'est du PET scan, on voit donc, ce qui est très actif, c'est ce qui est rouge, et ce qui est moins actif, ce qui est atrophié, c'est ce qui se rapporte des couleurs plus froides. Et on voit très nettement une diminution de l'activité frontale. Hein. Donc on a ce qui va tout à fait avec l'atrophie frontale et préfrontale de ces patients qui, je le rappelle, est le siège des fonctions exécutives. Donc ça est très très corrélé aux atteintes exécutives qu'on retrouve chez ces patients. Malheureusement, on a quelques décès, 11, mais surtout on a 49 perdus de vue, c'est-à-dire près de la moitié des patients qui sortent de la filière à un moment disparaissent, c'est-à-dire ne reviennent pas. Et on a de très bonnes raisons d'être très inquiets pour ces patients-là, parce qu'ils sont tous très sévères, ils sont tous très, très, très altérés sur le plan cognitif, donc probablement qu'un certain nombre d'entre eux, malheureusement, sont décédés. Et évidemment, j'attire l'attention sur le pronostic assez effroyable de ces patients, qui sont aussi pour la plupart des patients socialement extrêmement défavorisés. Alors, quelques mots pour finir sur l'unité Serge-Korsakoff. Donc, c'est une unité qui est une masse, comme je vous l'ai dit, qui se trouve à l'hôpital Nord 92 de Villeneuve-la-Garenne. 15 places avec des programmes de remédiation et de réadaptation. Quand on fait le bilan après 6 ans, il y a 43, sur les 119 patients qu'on a inclus dans la filière, il y en a 43 qui sont allés jusqu'à l'unité Serge-Korsakoff, qui avaient besoin
d'intégrer cette unité. Et ce que je vous disais, près de la moitié d'entre eux, enfin même plus de la moitié d'entre eux sont sortis au bout de 2 ans, donc c'est possible, et dont la moitié des 25 dans des logements autonomes. Donc la remédiation, la réadaptation, quand même, ça permet ça. Et l'abstinence. Évidemment, c'est aussi quel est le rôle de l'abstinence. Mais c'est des patients qui sont hors alcool depuis 2 ans, 3 ans, et qui bénéficient de ces programmes de remédiation. Donc c'est plutôt pas mal comme résultat, même si certains d'entre eux ne récupèrent pas, même si un problème d'aval reste extrêmement aigu pour la moitié de ces patients, donc on ne sait pas quoi faire au bout de 2 ans. Et en particulier, on va plutôt les proposer vers les EHPAD. Mais le résultat est quand même relativement intéressant. Alors, on a fait un travail sur la récupération cognitive de chez ces patients. C'est-à-dire qu'on a fait 2 bilans neuropsychologiques plutôt de façon précoce dans leur prise en charge, donc 3 mois après la fin du sevrage et à 9 mois après la fin du sevrage. Et ces 2 bilans ont été avec des fonctions habituelles qui ont été testées. On a aussi comparé ces patients-là à un groupe témoin de patients avec des maladies Alzheimer et des troubles cognitifs modérés, enfin légers. Et donc, ce qu'on a pu mettre en évidence, donc ça, c'est tous les tests qui ont été faits et les fonctions qui ont été testées. Ce qu'on a pu mettre en évidence sur cette population, c'est une récupération significative du TMTB et au niveau de la copie de la figure de reste. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu du tout d'amélioration au niveau de la mémoire, mais les fonctions exécutives, en tout cas sur cette première partie, sur ce temps précoce, on va dire, de prise en charge, on est dans la première année, on a une amélioration significative entre T1 et T2 et bien entendu par rapport au groupe témoin, dont les fonctions notamment mnésiques se sont altérées, ce qui n'est pas le cas des patients avec troubles cognitifs sévères liés à l'alcool. Pas d'altération de la mémoire, même si on n'a pas démontré de récupération. Alors, donc, ça pose plein de questions, hein, c'est-à-dire, en fait, il faut les tester quand, ces patients-là? Est-ce qu'il faut les tester, à quel moment il faut les tester, à quel moment il faut les retester, combien de temps ils sont susceptibles d'évoluer, de s'améliorer? Ça, c'est des choses qui sont absolument pas connues. C'est vrai qu'on n'a pas identifié pour le moment de facteurs prédictifs de récupération. Alors, il y a des perspectives, bien entendu, mais le travail à faire reste énorme. Alors, par exemple, on a actuellement 46 patients de cette filière qui ont pu bénéficier de plusieurs bilans neuropsychologiques dans le temps, entre 2 et 5 bilans, sur une période de suivi qui pouvait aller jusqu'à 7 ans, avec une moyenne de 2,5 ans. Ces données n'ont pas été exploitées pour le moment, donc un appel volontaire, candidats pour des masters pour exploiter toutes ces données-là qui pour l'instant peuvent être exploitées rétrospectivement. Mais d'un point de vue qualitatif, ce qu'on constate vraiment, c'est à prendre avec des pincettes, hein, mais c'est que 33 de ces patients semblent s'améliorer quand même sur le plan des performances au niveau des bilans. Notamment, 9 sur 46 ont des performances, enfin, des améliorations sur la mémoire épisodique, notamment pendant la première année. Alors, on répète que le patient Korsakoff, les troubles cognitifs, c'est irréversible, il n'y a pas de récupération, etc. Par contre, il y en a 6 qui s'aggravent, ce qui pose le problème du diagnostic initial, du diagnostic différentiel. Est-ce que ce n'est pas des patients qui finalement ont des maladies neurodégénératives, des troubles psychiatriques qu'on n'aurait pas identifiés, d'où effectivement cette nécessité de prise en charge multidisciplinaire. Alors sur l'imagerie, c'est très décevant. On a essayé de faire la même chose sur les PET scans pour voir si les patients amélioraient leur imagerie fonctionnelle à plusieurs mois d'intervalle, à plusieurs années d'intervalle. En fait, on n'a pas montré du tout de tendance à l'amélioration et pas de corrélation pour l'instant entre les améliorations des bilans neuropsychologiques et l'imagerie. Mais on a très peu de patients. En fait, la difficulté, c'est de pouvoir tester 2 fois tout le monde, en sachant que les PET scans, par exemple, ça n'a d'intérêt que si on les fait à 2 ans d'intervalle. Donc, on est obligé d'attendre 2 ans pour retester, pour refaire
imagerie, en sachant que c'est quelque chose qu'on fait que depuis 2017. Donc, évidemment, on a du mal à constituer une cohorte de patients avec testés et retestés, et avec une imagerie, 2 imageries également espacées. Voilà. Et puis, dans les autres pistes, il y a les biomarqueurs, des biomarqueurs d'atteinte neurocognitive qui sont une piste de recherche, mais là-dessus, c'est très, très embryonnaire. Ouais, j'ai terminé. Donc, la conclusion, donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la question, c'est qui s'occupe de ces gens-là? Première question. C'est-à-dire que ça a été extrêmement négligé par les addictologues pendant très longtemps. Aujourd'hui, il y a un intérêt évidemment évident manifeste pour cette difficulté, mais elle n'est pas unanime. Les psychiatres, c'est pareil, certains s'y intéressent, d'autres pas du tout, et considèrent que c'est pas de la psychiatrie, ce que je veux bien entendre. Les neurologues vous expliquent que c'est pas de la neurologie, hein, donc c'est de la dictologie. Bon, alors, les gériatres vous disent qu'ils sont trop jeunes, donc on s'en sort pas, on a beaucoup de mal à constituer des filières et des prises en charge cliniques. Mais ça va de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'on a des neurologues qui commencent à s'intéresser à ça. Pourquoi ils s'intéressent à ça, les neurologues? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils en ont dans leur consultation. Depuis qu'on travaille avec les neurologues, ils posent la question de l'alcool et ils s'aperçoivent que des maladies d'Alzheimer présumées étaient en fait des corsacos. Ils étaient complètement passés à côté de l'alcool. Donc on a vraiment intérêt à travailler de façon élargie. Comme ça récupère quand même pas terrible sur ce qu'on a vu, on a quand même intérêt à les dépister très tôt, ces patients-là, à les prendre en charge très tôt, à intégrer les déficits cognitifs dans la prise en charge très tôt. On a le MOCA, on a le BRMI pour ça. Et mettre en place des programmes de remédiation cognitive. Alors, j'ai cité ceux que je connais, hein, il en existe dans certaines villes. Je connaissais pas du tout ce qui était fait à Versailles, donc voilà, je vois qu'il y a aussi un programme de remédiation à Versailles. Et en fait, on a besoin de votre aide, hein, c'est clair. On n'est pas des spécialistes de la remédiation cognitive, c'est des patients qui ont des atteintes des fonctions exécutives, mais aussi des troubles mnésiques très importants qui rendent un certain type de remédiation très compliqué, si j'ai bien compris. Et donc on espère pouvoir continuer à travailler avec les spécialistes de la remédiation collective sur ce sujet. Je vous remercie de votre attention.